Salam alaikum, ici Blackbird. Je fais une vidéo réponse à Fred Aves et à Ratosphère sur la courbure de la Terre et sur le fameux sujet du phare de Cordouan. Je leur avais promis de donner une réponse. Donc aujourd'hui c'est ce que je fais une petite vidéo qui va leur expliquer un petit peu les principes de la physique et pourquoi la Terre ne se courbe pas et pourquoi ce phare en réalité ne disparaît pas derrière la courbure terrestre, mais c'est en réalité un phénomène optique. Donc moi je pars du postulat que ce phare qui disparaît derrière l'horizon est en réalité un effet d'optique, une loi d'optique qui a bien été édictée. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'appareils qui fonctionnent via ce principe. Alors reprenons un petit peu déjà le principe philosophique des globistes. Reprenons un peu le principe philosophique de Fred Aves et de Eratosphère. Ils partent du principe philosophique que l'être humain est tout puissant et qu'il observe la nature étant détaché lui-même de la nature. Il domine la nature et son observation n'est sûrement pas soumise, comme être tout-puissant, aux lois de la nature. C'est-à-dire que son observation euh, fait effet de preuve. Euh, Par contre, ça, ce n'est pas la réalité. L'être humain n'est pas tout-puissant, bien que la philosophie occidentale le considère comme tout-puissant, le considère comme étant un être à part, un être qui domine la nature, un être qui domine les lois, un être qui manipule les lois et qui est maître de son propre destin, a le droit de manipuler euh, les formes et de donner les interprétations qu'il veut de la nature. Eh ben non, ça c'est pas la vérité. La vérité c'est que l'être humain est interdépendant des lois de la nature. Si une loi interagit avec un objet ou une créature quelconque, bah, l'être humain étant sur cette terre, il partage ces mêmes lois. Et son observation n'est pas à prendre à part des lois d'optique. C'est-à-dire que l'observation de l'être humain dépend des lois de l'optique. Alors les lois de l'optique, on les connaît via les découvertes d'Albert Einstein et de Planck. On sait que lorsque l'on observe un objet, il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en compte dans l'observation de cet objet, c'est-à-dire connaître la nature des couleurs de l'objet, connaître la nature de sa forme et comment il se propage jusqu'à notre œil. Et ça, bah, quand on écoute un globiste, c'est blackout. On n'entendra jamais parler d'optique. En réalité, lorsque vous observez un objet, cet objet, il faut savoir qu'il a été frappé par des quantums d'énergie, c'est-à-dire des photons. Grosso modo, il est frappé par des rayons du soleil, et cet objet, composé de molécules, d'atomes, lorsqu'il est frappé par des quantums d'énergie, ces particules, ces atomes s'excitent et rentrent donc en agitation. Lorsqu'ils s'agitent, ils éjectent une quantité d'énergie qui est proportionnelle à leur, enfin, qui est en rapport avec leur composition. C'est-à-dire qu'ils vont éjecter un certain nombre d'électrons. Alors, suivant la nature de l'objet, ils vont éjecter plusieurs paquets d'électrons qui vont se propager en forme d'onde jusqu'à notre œil. Tout d'abord, la théorie des quantas nous incite à changer d'unité. Nous passons des longueurs d'onde exprimées en nanomètres aux énergies exprimées en électronvolts, EV.
Le domaine visible va de 1,6 à 3,1 eV et les 4 raies sont mesurées respectivement à 1,88, 2,54, 2,85 et 3,01 eV. Voici donc les postulats de Bohr. L'électron ne peut tourner que sur certaines orbites correspondant à des niveaux d'énergie bien déterminés. Toute orbite intermédiaire est interdite. Les niveaux d'énergie sont quantifiés et désignés par le nombre quantique n. Sur l'orbite n égale 1, l'électron est dans son état fondamental. Pour le hisser à des niveaux supérieurs, il faut lui fournir de l'énergie en le bombardant avec des photons par exemple. Ici, il est au niveau excité n égale 3. Cet état n'est pas stable et il va redescendre, par exemple au niveau n égale 2, en émettant un photon d'énergie 1,88 eV, c'est-à-dire une lumière rouge. Sur le diagramme, le signe moins indique qu'il faut fournir de l'énergie à l'électron pour l'exciter. 13,6 eV est l'énergie nécessaire pour l'arracher de l'atome. C'est l'énergie d'ionisation. Au-dessus de 0, l'électron est libre. Au-dessous, il est lié. Notre œil, lui, est composé de cellules coniques qui vont pouvoir détecter ces longueurs d'onde et détecter les petites impulsions électriques qui sont mesurées en électronvolts et qui vont nous permettre de nous donner une information sur la distance de l'objet, sur sa forme, sur sa couleur, sur sa qualité, etc. Sur sa transparence. Il y a plusieurs niveaux d'analyse de l'œil et ce sont ces petites charges d'électrons qui vont nous permettre d'analyser un objet. Elles entrent par la pupille, traversent le cristallin, l'humeur vitrée et frappent la rétine. Sur la rétine se trouvent plusieurs millions de cônes qui se divisent en 3 types. Ce qui distingue les différents types de cônes est leur sensibilité à une gamme particulière de longueurs d'onde. Certains réagissent aux ondes courtes, d'autres aux moyennes et d'autres aux longues. Alors, ces électrons, ce sont de minuscules charges, et de minuscules charges électriques négatives. Un électron, jusqu'à preuve du contraire, ça a une charge électrique négative. Et elle se propage en vecteurs qui nous permettent d'identifier un objet, une image. Alors le phare de Cordouan est un objet. Hein, et toutes les observations qui ont été faites de ce phare pour prouver que la Terre est sphérique ont été faites en mer. Or, il y a un autre facteur que ces globistes ne vous disent pas, c'est que la mer a une charge électromagnétique positive qui est absolument énorme. Il y a même des instituts qui font des études, il y a des thèses sur ces charges électromagnétiques qui sont analysées via des applications dans la science et notamment dans les analyses des fonds marins. Alors voilà, ils nous font blackout sur ce facteur électromagnétique. Ils nous le cachent. Pourquoi? Parce que c'est une force qui pousse vers le haut. Et que quand vous observez un objet, c'est aussi une force électromagnétique, c'est aussi une force électrique d'électrons qui arrive jusqu'à votre œil en forme de vecteur et qui est impactée par cette charge électromagnétique de la mer qui va provoquer ce que l'on appelle une déviation du vecteur d'électrons. Thomson crée un champ électrique vertical E entre les plaques métalliques. Il constate que les rayons sont déviés verticalement. En changeant le sens de la tension entre les deux plaques, Thomson constate que le sens de la déviation est modifié. Alors, avant de parler de déviation du vecteur d'électrons, il faut comprendre le sens déjà du courant.
Est-ce que les électrons sont attirés par les charges positives ou est-ce qu'ils sont repoussés? Voyons tout d'abord le sens conventionnel électrique qui sort du générateur par la borne positive et qui va dans la direction, enfin du moins traverse le circuit électrique et revient au générateur. Donc il continue ici, ici, il arrive là, il repart par là. Voilà le sens donc du courant. Si j'ouvre l'interrupteur, je vais obtenir ici donc de la lumière. Ensuite, je vous propose de voir le sens des électrons qui circulent, eux, toujours dans le sens contraire du courant électrique et assurent la conductivité électrique dans les métaux. Donc, les électrons, eux, ils partent donc dans ce sens-là. Une fois que on a compris que c'est l'électron qui est attiré par une charge positive et que l'électron rentre en interaction avec un champ électromagnétique via des expériences qui ont été faites et qui sont historiques, on se doit de connaître quelle est la courbure qu'emprunte ce vecteur d'électrons. Alors dans ma prédiction, normalement, si ce que je dis est juste, que ce n'est pas la Terre qui se courbe, mais c'est le vecteur d'électrons qui nous permet d'identifier l'objet qui se courbe, et ben ce vecteur devrait, lorsqu'il est soumis à une charge électromagnétique, se courber en forme d'ellipse, se courber en forme de Terre. Si ce que je dis est juste. Cette force dévie la trajectoire de la charge dans un champ magnétique. Au point L, la force FB est perpendiculaire à V. Cette force fléchit la trajectoire de la charge et elle atteint M. À ce point également, la force tire la charge vers l'intérieur, fléchissant sa trajectoire plus loin, et la charge atteint le point N. La charge est soumise à une force électromagnétique centripète constante à chaque point de sa trajectoire. Comme cette force est toujours perpendiculaire à la vitesse et par conséquent au déplacement, le travail accompli par la force électromagnétique sur la charge est de zéro. L'énergie de la charge reste constante, et donc aussi sa vitesse. Par conséquent, la force magnétique ne fait que changer la direction de la vitesse de la charge et pas son intensité. La charge exécute alors dans le champ un mouvement circulaire. La charge n'étant alors plus libre, le champ magnétique piège les particules chargées. Ceci est aussi vrai pour la charge négative, mais le sens de la force électromagnétique agissant sur elle est à l'opposé du pouce de la main droite. Dans le cas d'un mouvement circulaire, la force centripète F est égale au produit de mv carré fois r. Ici, la force centripète est fournie par la force magnétique Fb. Par conséquent, QVB est égal à mv carré fois r. Dès lors, le rayon de son orbite circulaire, r, est égal à mv sur qb. Malheureusement pour les globistes, c'est exactement ce qu'il se produit. C'est-à-dire qu'un vecteur d'électrons de charge négative, lorsqu'il est soumis à un champ électromagnétique, se courbe en forme d'ellipse. Donc c'est bien embêtant pour ces globistes. Il va falloir qu'ils nous expliquent qu'un objet que l'on observe n'est pas composé de charge électromagnétique négative, c'est-à-dire d'électrons. Il va falloir qu'ils reviennent sur le spectre qui est mesuré en électronvolts, et ça va être compliqué pour eux. Il va falloir qu'ils nous prouvent
que la vision n'est pas impactée par des électrons, il va falloir qu'il nous prouve que la mer n'a pas un champ électromagnétique qui est elle-même composée d'une forte dose d'ions positives, et qui a une forte masse. Il va falloir qu'il nous prouve tout ça. Alors, si on part du principe que plus un vecteur est exposé à un champ électromagnétique, plus il se courbe, il paraît logique que lorsque l'on observe un objet de près, le vecteur n'est pas soumis longtemps à la force électromagnétique, donc l'objet en question est intact. Mais lorsque l'on s'éloigne, le vecteur d'observation de ces électrons qui arrivent jusqu'à notre œil est de plus en plus exposé au champ électromagnétique. Donc plus on s'éloigne et plus ce vecteur se courbe. Nous pouvons nous éloigner comme cela jusqu'à ce que l'image soit entièrement courbée et qu'on ne puisse plus l'observer. Je vous ai préparé quelques petits schémas pour vous expliquer un petit peu mon postulat. Alors je vais commencer par un schéma synthétique. Sur ce schéma, on voit à gauche le phare et à droite, on peut voir un homme sur une butte qui est en position 1. Nous avons des raies de couleur qui symbolisent le sens des électrons qui sont les vecteurs d'image du phare. Donc en violet, ça symbolise la partie haute, en rouge la partie médiane et en vert la partie basse du phare. J'ai aussi représenté par une flèche rouge le sens de la charge positive magnétique de la mer, qui sont composés d'ions Na+, en grosse quantité, qui donc émettent une charge qui pousse vers le haut. On peut voir les vecteurs de l'image qui se courbent au fur et à mesure qu'il est exposé à la charge positive. Évidemment, la courbe, enfin le vecteur ne se courbe pas instantanément, il se courbe progressivement, et cette force de courbure dépend de la charge électromagnétique de la mer. Donc en position 1, on peut voir que le petit homme peut observer l'ensemble du phare, étant donné que les vecteurs ne sont pas encore impactés ne sont pas encore assez impactés par le champ électromagnétique pour pouvoir se courber totalement et impacter la vision. C'est donc la position 1, la position proche. Admettons qu'elle part de 0 à 10 km, notre petit homme peut voir l'ensemble du phare. Si nous prenons la position numéro 2, nous avons que les ondes magnétiques de couleur rouge qui parviennent jusqu'à lui. Les ondes de couleur verte ont déjà subi le champ électromagnétique positif et sont courbées de telle sorte que les rayons n'arrivent plus jusqu'à l'observateur. Ainsi, la seule partie du phare qu'il peut distinguer est la partie qui est supérieure à la zone verte, c'est-à-dire la zone rouge et la zone violette. Et dans la position numéro 3, c'est la même chose que dans la position numéro 2, sauf que l'observateur étant encore plus éloigné, les ondes électromagnétiques qui correspondent à la zone rouge sont courbées de telle sorte qu'elles n'arrivent plus jusqu'à l'observateur et que seules les ondes de couleur violette, qui correspondent au haut du phare, arrivent jusqu'à l'observateur. Ainsi, il ne pourra distinguer que le haut du phare. C'est le phénomène de courbure de l'image.
Et nous arrivons à la position numéro 4, qui est la fameuse position de la disparition du phare, où les ondes électromagnétiques étant courbées et l'observateur étant trop éloigné, les ondes électromagnétiques qui transportent l'image du phare n'arrivent plus à l'observateur car ils ont été totalement courbés, donc une courbe en forme d'ellipse, par la charge positive du champ électromagnétique marin. Donc le phare a disparu, on en conclut que la Terre est courbée, que la Terre est ronde, alors qu'en réalité la seule chose qui se courbe est l'image. Et comme ça vous pouvez faire votre propre analyse, votre propre déduction, vos propres recherches pour savoir si c'est le globiste qui vous raconte des histoires ou si c'est Blackbird qui cherche à vous embrouiller la tête pour vous faire avaler ses propres histoires. Cela dit, ce que je vous expose est fait sur des preuves scientifiques, sur des expériences, et aujourd'hui la science est tributaire de ces expériences et de ces découvertes. Mais voilà, quand c'est question d'observation de la Terre, les globistes sont bloqués à la physique newtonienne, à la physique mécanique, qui ne prend pas compte des découvertes du siècle dernier. Par contre, quand c'est pour observer les étoiles, là, il n'y a pas de souci. On utilise les découvertes. Quand c'est pour fabriquer une télévision, là, c'est pareil, pas de problème. Quand c'est pour fabriquer des verres correcteurs, là, c'est pareil, il n'y a pas de problème. On utilise les découvertes. Alors, il y a certains globistes qui vont bondir dessus et qui vont me dire « Un photon ne se courbe pas. Il a une charge électrique neutre. » Alors déjà, définissons bien ce qu'est un photon. Un photon peut se comporter comme une particule, effectivement qui ne se courbe pas, de charge électrique neutre, ou peut se comporter de la manière d'une onde lorsque son énergie est très faible. C'est le cas par exemple des rayons solaires, qui envoient des quantums d'énergie extrêmement forts, qui parcourent beaucoup de distance, qui est capable de parcourir beaucoup de distance, lié à son énergie, à ce quantum d'énergie qui est très fort, et ça, c'est le photon qui se comporte en particule. En revanche, lorsque ces photons, ce quantum d'énergie frappe un objet et que cet objet, par niveau d'énergie trop élevé, éjecte un électron, il éjecte en même temps un petit photon de lumière. Ce petit photon de lumière n'a pas d'équivalence avec le quantum d'énergie d'un rayon solaire. C'est-à-dire que ce sont de toutes petites impulsions qui sont en plus de charges électriques négatives, qui se propagent en ondes, et non pas de la manière d'une particule, à la façon d'une particule, se propagent en forme d'onde. Et donc là, on n'a plus de neutralité, et cette image peut être courbée par un champ électromagnétique. Voilà la vérité. Donc il ne faut pas confondre cet abus de terme qui est de mettre le photon à toutes les sauces, et pour toutes les situations, il faut bien distinguer le photon qui a un quantum d'énergie très haut, avec une charge très haute, et le photon qui a une charge électromagnétique négative qui se propage en onde et qui a une toute petite charge. Il ne faut pas confondre ces deux phénomènes qui sont très compliqués à comprendre en physique, et d'ailleurs pour le comprendre, j'ai dû discuter avec des niveaux Docteur A sur des forums en physique. Moi-même j'ai eu du mal à comprendre ce phénomène parce que le terme photon est utilisé à toutes les sauces et qu'il faut bien distinguer les niveaux d'énergie pour savoir comment le photon se comporte et dans quel niveau il se comporte comme une onde et dans quel niveau il se comporte comme une particule.
quand un corps est chauffé, quand un corps noir est chauffé, il émet des quantums d'énergie qui sont plus ou moins élevés suivant sa chaleur, et donc la particule de lumière la moins courbable qui existe sur Terre est la particule solaire. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que les rayons du soleil ne sont pas courbables. Mais par contre, lorsqu'ils rencontrent de la matière, il y a des phénomènes optiques qui rentrent en interaction, qui rentrent en compte. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, le sujet, c'est la courbure de l'image. Alors, on a certains globistes qui vont nous dire... alors oui, j'ai eu quelques commentaires de certains globistes qui me disent que « Ah, mais si c'était des électrons, l'image, si c'était des électrons, ton œil serait grillé. » Pas du tout. Pas du tout. Une image qui est envoyée jusqu'à notre œil, ce sont des toutes petites charges électriques négatives. Ce sont de toutes petites impulsions qui se propagent sur une onde qui n'est pas nocive pour l'œil, qui se trouve sur le spectre de lumière. D'accord ? Donc c'est ridicule de dire qu'un électron a la possibilité de griller ton œil. Donc ça, c'est le genre de commentaire un petit peu stupide que l'on peut voir sur les sites, sur les commentaires des vidéos globistes. Alors après, si mon postulat est juste, que la lumière se courbe sous pas la lumière, comment dire, l'image d'un objet se courbe sous impulsion d'un champ électromagnétique, cela signifie que plus l'on s'éloigne de l'objet, en conservant la même hauteur, plus on s'éloigne de l'objet, et plus l'image se courbe. Cela signifie aussi que plus l'on augmente en hauteur, plus on s'élève par rapport au point qu'on observe, à l'objet qu'on observe, et plus le vecteur est émancipé de ce champ électromagnétique. Cela signifie aussi que si la Terre est plate, on peut, lorsque l'on est élevé à un point très haut et que l'on regarde un objet à un autre point qui est aussi très élevé, d'accord, on est émancipé de cette charge électromagnétique et donc on peut voir sur une plus longue distance. Ça, c'est mon postulat. Ça signifie que, normalement, lorsque l'on est sur un point montagneux et qu'on regarde un autre point montagneux, on devrait avoir la possibilité de l'observer. En revanche, il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est l'atmosphère. L'atmosphère est un espèce de mur transparent qui augmente en épaisseur avec la distance et qui bloque donc la lumière, et notamment la lumière de faible impulsion, de faible quantum d'énergie. Ce quantum d'énergie se diffracte lorsqu'il rentre en contact avec des particules de gaz, et donc une partie est absorbée, une partie est transmise, et donc plus ce quantum d'énergie va rencontrer de particules, et plus il va se faire absorber son énergie jusqu'à ce qu'il n'arrive plus jusqu'à l'œil. Donc on a un autre phénomène qui se passe, c'est l'atmosphère, c'est le mur atmosphérique. Donc pour pouvoir observer la Terre, une preuve que la Terre soit plate, il faudrait un événement qui fait que on soit dispensé de ce phénomène d'absorption du quantum d'énergie de l'atmosphère. Alors, on sait que la seule particule qui a un quantum d'énergie assez fort pour traverser l'atmosphère, c'est la particule solaire.
Cela signifie que si on se met à un point d'observation, c'est-à-dire sur un mont, et que l'on observe un autre mont qui est très éloigné, admettons 300 km, on ne pourra pas l'observer à cause de l'atmosphère. Cependant, si le soleil passe derrière ce mont, on aura à notre œil des quantums d'énergie qui arriveront jusqu'à notre œil, des rayons solaires qui arriveront jusqu'à notre œil, donc on pourra grosso modo observer le soleil. Cependant, il y aura une découpe en forme d'ombre chinoise de ce mont qui nous permettra d'identifier que ce mont est bien présent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous pourrez observer ce mont sans passer par le biais d'un vecteur d'image, sans passer par le biais des électrons. Vous passerez simplement par la découpe de l'image solaire qui arrivera jusqu'à vous, parce que ces quantums d'énergie solaire ont la capacité de traverser l'atmosphère. Donc observons si mon postulat est juste, si l'on peut observer un objet qui se trouve éloigné à 300 km grâce à une découpe des quantums d'énergie solaire. Est-ce que cela existe? Eh bien oui, cela malheureusement pour les globistes existe. Maintenant le double pic avec sur la droite donc le Canigou qui apparaît. Donc là vous avez une double denture si je peux dire, et à l'extrême droite sur le disque solaire c'est le pic du Canigou. Et d'ailleurs ils ont énormément de mal à expliquer le phénomène avec leur boogie-boogia de science. Alors là, par contre, ils n'hésitent pas, ces gens-là n'hésitent pas à faire courber la lumière sur plus de 300 km. C'est-à-dire que, pour ma théorie, on va avoir tout un tas de globistes qui vont dire « Ouh là 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 là, tu fais courber l'image, tu fais courber la lumière, tu fais courber ci, tu fais courber ça. » Tu fais courber ça. Par contre, eux ne vont pas hésiter, pour expliquer ce phénomène, à faire courber l'image du soleil. L'image du soleil. L'image du soleil, il faut savoir que ce sont des quantums d'énergie extrêmement forts, qui sont d'énergie neutre et qui ne peuvent pas être courbés. Ils peuvent être diffractés, mais ils ne peuvent pas être courbés. Ils ne sont pas soumis aux champs électromagnétiques. Leur quantum d'énergie est tellement élevé qu'il faudrait une force électromagnétique extrêmement colossale pour pouvoir les courber. Si cela est possible. Si cela est possible. Je dis bien si cela est possible. Je ne suis même pas sûr qu'une force électromagnétique colossale puisse faire courber un quantum d'énergie solaire. Je suis même pas sûr. Mais eux n'hésitent pas de vous le faire courber sur 300 km pour arranger, pour camoufler hein, cette preuve indiscutable que les objets sont visibles au-delà de la courbure théorique terrestre. Et donc là, ils sont bien emmerdés, ils n'arrivent pas à l'expliquer, sauf que, mince, Blackbird, il vous l'explique. Il vous l'explique. Il vous l'a expliqué. Et donc maintenant, vous pouvez comprendre le phénomène du pic du Canigou. Ce que vous observez, ce n'est pas le pic du Canigou, c'est une découpe du pic du Canigou. C'est une ombre chinoise du pic du Canigou. Ce que vous observez, ce sont des quantums d'énergie solaire qui sont découpés par la forme du pic du Canigou. Parce que vous n'auriez pas été en mesure de l'observer à cause de l'atmosphère, à cause de l'épaisseur de l'atmosphère. Mais grâce à Dieu, on a le quantum d'énergie solaire qui nous permet d'identifier cet objet au-delà de la courbure terrestre et donc de nous donner la preuve que la Terre n'est pas sphérique,
comme les globistes le prétendent, mais est bien plate, et que lorsque l'on regarde un objet très proche de la surface terrestre, très proche de la surface maritime, l'image subit le champ électromagnétique terrestre qui fait courber l'image, donc, et qui le fait courber en forme d'ellipse. Donc, ce qui donne l'impression que la Terre est courbe, en réalité, c'est l'image qui se courbe. Voilà, donc j'espère que j'aurai des réponses correctes. Je remercie les globistes par avance, notamment Fred Aves et Eratosphère, de ne pas m'envoyer leur horde de zombies qui vont m'insulter, de barbus qui vont m'insulter, d'obscurantistes qui vont m'insulter dans tous les sens. Hein. Si vous avez des arguments scientifiques avec de la politesse, hein, et non de la moquerie, comme vous en mettez dans vos vidéos, de toute façon c'est simple. Il y a 10 minutes de vidéo, dans les 10 minutes, il y a 8 minutes de moquerie, et 2 minutes de pseudo-science. Je dis bien de pseudo-science. C'est de la trigonométrie qui part sur des bases qui sont déjà biaisées et qui font abstraction de toutes les découvertes physiques et scientifiques qui ont existé. Donc voilà, si vous avez des arguments scientifiques, vous venez, vous les exposez. En revanche, il ne faut pas s'étonner que j'efface les commentaires si ça commence par « tu es stupide »,« tu es débile », et ci, et ça, etc. Il ne faudra pas s'étonner de ça. Voilà. Après, si vous arrivez à résoudre le problème que je vous mets en face de la tête, il n'y a pas de souci. Moi, je suis bon perdant. Il n'y a pas de problème. Mais venez m'expliquer que la vision qu'on a d'un objet ne se courbe pas. Venez m'expliquer aussi, dans vos théories du pic du Canigou, hein, que les quantums d'énergie solaire se courbent. Alors oui, aussi, il y a, par rapport au pic du Canigou, il y a un argument de platiste, de globiste complètement ridicule, qui dit que si le pic du Canigou était visible sur une terre plate, les lumières de Perpignan seraient donc visibles. Donc, par rapport à ce que je vous ai expliqué, hein, maintenant tout est clair, on sait pourquoi les lumières de Perpignan, hein, ne sont pas visibles à plus de 200 km. Parce qu'il y a l'atmosphère. Et qu'une lampe ne dégage pas des quantums d'énergie assez forts pour pouvoir traverser l'atmosphère sur 200 km. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Hein. Mais pourquoi nous on arrive à voir le pic du Canigou? Grâce aux quantums d'énergie solaire qui sont puissants, qui traversent l'atmosphère. Et qui découpent le pic du Canigou en ombre chinoise. Donc j'espère que c'est clair, hein, pour les gens qui soutiennent une Terre ronde, hein, c'est pas aussi logique que vous le pensez. Hein. Ça implique que l'homme déjà ne soit pas impacté par les lois d'optique et par les lois terrestres, qu'il soit presque divin, qu'il soit omniscient, qu'il soit là, qu'il observe la nature et qui dépende pas de la nature. Ça, c'est dans les contes philosophiques. Je suis désolé, ça c'est dans les contes philosophiques. La vision, elle est impactée par des lois, et ces lois, on les connaît aujourd'hui. On les connaît pas toutes, il y a certains phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, mais il y a des lois physiques quand même, faut pas abuser. Faut pas abuser. Donc voilà, j'ai terminé avec ça. J'espère que j'aurai des réponses correctes, sans insultes. Et voilà, je remercie ceux qui m'ont écouté. J'avais promis cette vidéo, j'avais promis de débunker cette histoire de la Terre, de la Terre sphérique, hein, avec des preuves scientifiques, et je l'ai fait. Maintenant, voilà, à vous de jouer les gars, continuez à chercher, ceux qui ont vu ma vidéo, vous avez des preuves, vous pouvez continuer à chercher, et voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, mon ami, quand le gars il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça, il sait pas que tu as été karatéka ou quoi, ou bien que tu as appris à faire un huracan. Donc lui il est comme ça, et toi tu arrives près de lui, et tu le chopes là. Et à partir du moment où il est chopé là, il voit plus clair. À partir du moment où il voit plus clair, boum, boum, t'as entendu en mettre plein à sa gueule, il n'y a pas de souci.